Bon, merci. Merci d'être là. Et bon, on s'est dit qu'il fallait qu'on se voit. C'était important qu'on se voit d'abord parce que c'est la période des vœux et que la période des vœux, c'est toujours une période dans laquelle il faut qu'on se rencontre. Et puis en même temps parce que, voilà, on a passé des moments sympathiques et un peu moins sympathiques en 2012 et donc on avait besoin de se revoir pour en parler. D'abord, je remercie tous les maires qui sont là autour de moi. Alain Gumiel, le maire de Valoris-Goljuan. La maison du terroir, ça vous dit quelque chose? C'est ton relais, c'est Gérald Depardieu. La maison de la Violette, ça vous dit quelque chose? C'est à Tourette. Derrière le grand monsieur, c'est quelqu'un qui travaille à Valbonne et qu'il faut encourager très fort. Parce que la fois l'UMP, l'UDI à Valbonne, ça a besoin d'avoir encore plus de vigueur. Donc Julien Tell, merci d'être là. Michel Rossi, on le présente plus, c'est le maire de Roquefort, il a été conseiller général, il a été député dans une période Jacqueline, la suppléante d'Alain, adjointe, Sylvie Santagata, l'adjointe de Éric Rouget, monsieur le premier adjoint, mais adjoint au sport. Vous connaissez le formidable essor de Biot depuis quelques temps. Voilà. Il n'y a pas de hasard, c'est une équipe menée par et puis on a la chance d'avoir une conseillère générale femme, c'est Françoise Chouchmati. En même temps, je voudrais dire que oui, la majorité des gens qui sont ici ont une carte UMP dans la poche, mais il y a aussi des gens qui ont une carte UDI. Et je remercie donc Serge Amar pour les radicaux et Audouin Rambaud pour le nouveau centre d'être présent. Et on est dans la 7e. Dans la 7e, il y a des règles qui ne sont pas exactement les mêmes règles qu'ailleurs, c'est-à-dire qu'on se sent proche les uns des autres, il n'y a pas des clivages entre un parti et un autre. D'abord, c'est des partis frères. Je remercie au passage Jean-Louis Borloo de ne pas faire le centre qui hésite, mais le centre qu'il a dit, le centre droit, et donc d'être dans une opposition qui est la reconquête de demain. Donc merci à eux deux d'être présents, merci à tous les militants du Parti Radical, de l'UDI, du nouveau centre, d'être présents ici parmi vous. Vous êtes chez vous comme nous sommes chez vous. 52-48, et même pas. Ça fait 51,5, 48,5, et pas dans le sens que nous espérions. Donc la suite a été à la fois aidée et triste. Elle était triste parce que nous avons perdu, logiquement, après une présidentielle perdue, une majorité à l'Assemblée nationale. Et puis en même temps, vous m'avez fait confiance, et je sais que c'est grâce à vous que dans un contexte particulièrement difficile, dans la 7e circonscription, Michel Rossi et moi-même avons été élus dès le premier tour. Et on n'a été que 5 dans la France à pouvoir réussir ça. C'est pas nous qui l'avons réussi, c'est votre militantisme et votre action. Donc je vous adresse un immense merci supplémentaire parce que je me rends compte à quel point le combat a été difficile dans le groupe. Ensuite, il s'est passé un autre épisode qui était un épisode un peu, allez, on va dire c'était une élection un peu manquée. C'était notre élection interne à l'UMP. Autant on ne peut pas dire que dans les autres partis ça s'est passé à peu près normalement. Chez nous ça a abouti à ce que j'avais malheureusement prédit dès le mois de juin en disant qu'il ne fallait pas faire une élection à ce moment-là, que ce duel était à la fois fratricide et qu'en même temps il était prématuré et qu'il fallait d'abord qu'on se reconstruise, qu'on travaille ensemble, qu'on se soude plutôt qu'on se divise. Bon, je n'ai pas toujours écouté, mais finalement, bon, l'élection s'est faite de justesse, dans un sens ou dans un autre, et elle a entraîné des blessures. Peut-être moins dans la 7e circonscription qu'ailleurs,
mais en tout cas, elle a entraîné des blessures. Moi, je vous dis aujourd'hui, c'est fini. Voilà, on en est au stade de la réconciliation s'il y a besoin de faire des réconciliations, mais ici pas tellement. J'ai toujours regardé ceux qui votaient pour Jean-François Copé comme ceux qui votaient pour François Fillon avec le même regard et le même respect. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui on se réunit plus facilement que dans d'autres endroits. En tout cas, j'ai travaillé beaucoup, à la fois pour défendre les convictions, mais aussi pour défendre l'idée qu'il fallait qu'on se rapproche, qu'on se réconcilie, qu'on travaille ensemble et qu'on fasse que la reconquête se fasse ensemble. Elle ne peut se faire qu'ensemble. Nous n'avons pas les moyens aujourd'hui dans l'opposition, comme dans la majorité d'ailleurs, de nous diviser. Eh bien, oui, il y a des sensibilités différentes à l'intérieur de nos formations politiques. Ceux qui adhèrent au Parti radical ont une autre idée, ceux qui adhèrent au Nouveau Centre ont une autre idée, ceux qui adhèrent à l'intérieur de l'UMP, il y a des gens qui sont plus vers l'autorité et vers la fermeté, d'autres plus vers l'humanité et la solidarité. Nous sommes cette diversité, mais en tout cas, nous savons une chose, c'est que nous n'avons pas le droit de les laisser tranquillement faire des choses qui sont contraires à l'intérêt de notre pays. Et donc, il faut que nous soyons rassemblés. Donc, le premier message, c'est de vous dire merci de vous être déplacés, d'avoir voté quand vous l'avez fait. Merci aussi d'avoir subi les blessures de la division. Maintenant, merci de faire le ciment de la réconciliation de notre famille politique pour que nous soyons capables justement de cette reconquête et de cette reconstruction. Il viendra bien le temps de choisir qui sera celui qui portera les couleurs de notre camp pour la présidence de la République. Aujourd'hui, notre moment, c'est de s'opposer et en même temps de proposer. S'opposer parce que ce gouvernement, vous l'avez vu, a eu plusieurs phases. La première phase, c'était la démolition. Ils ont acheté un marteau-piqueur et ils ne se sont pas cassé la tête pendant tout le mois de juillet. Ils ont démoli tout ce qui avait été fait antérieurement, en particulier en matière de sécurité, les lois Ciotti, la TVA, tout ce qui pouvait rendre la France compétitive, tout ce qui pouvait faire en sorte que la France, dans la difficulté dans laquelle elle se trouvait en Europe, allait pouvoir mettre un pied dans le 21e siècle et vers la croissance et la compétitivité. Ils l'ont détruit. Et comme ils n'avaient rien à proposer, ils ont passé leur temps à détruire les lois sans en proposer d'autres. Puis ensuite est arrivé un autre temps. Il fallait bien que ce soit la faute à quelqu'un si ça allait pas bien. Et comme ils avaient décidé que la faute était aux riches, ils ont dit on va taper les riches. C'est le terme qui avait été employé. Ils nous ont fait un choc fiscal. Et je vous rappelle qu'il disait 10% seulement des Français paieront. Bon, vous vous êtes rendu compte que vous faites partie des 10% les plus riches de France, puisque en réalité 90% des Français paieront. Ça veut dire qu'on a touché un peu à tout, on a touché un peu aux retraites, on continue à y toucher, on a touché au pouvoir d'achat, et pire, on a donné une ambiance dans ce pays où tout ce qui était symbole de réussite, d'une façon ou d'une autre, les grands dans les entreprises, les grands capitaines d'industrie étaient désignés comme des coupables. C'était à cause d'eux qu'on fermait des usines, alors que, bien évidemment, c'est à cause de la compétitivité de l'Europe et de la France dans un monde qui s'est mondialisé. Et cette situation a été une situation qui est très mauvaise parce que, au lieu de faire le choc de compétitivité qu'il fallait faire, ils nous ont fait le choc fiscal. Puis pas un petit, quoi. 10 milliards sur les ménages, 10 milliards sur les entreprises. Et ensuite, ils ont dit, on va faire 10 milliards d'économies. Sauf que l'économie, il y a une chose qu'il faut dire, c'est où et quand. Et donc, ils n'ont pas choisi de dire où, ils n'ont pas choisi de dire quand, et donc les économies continuent à ne pas arriver. Ensuite, il y a eu une deuxième phase, après cette phase de choc fiscal et de sanctions, c'était le temps des réalités. Tiens, des mots apparaissaient dans la bouche du gouvernement. Il y a une crise. Rappelez-vous, il n'y avait pas de crise. La crise, c'était Nicolas Sarkozy. Et dès l'instant où Nicolas Sarkozy partait, tout allait aller pour le meilleur du monde, et en faisant payer un peu les riches, on allait trouver la prospérité. Ben, on s'est trouvé dans une situation où, effectivement, ils ont été obligés d'admettre qu'il y avait une crise économique. Et je ne dis pas que ce gouvernement est responsable de la crise économique, mais le gouvernement précédent non plus. Sauf que ce gouvernement-là, il a aggravé la crise économique. Et on a vu flamber le chômage, et on a vu flamber les déficits, et on a vu notre compétitivité se dégrader. Alors je veux bien qu'on ait été très 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 fort, et qu'on ait empêché Texas Instruments,
de fermer. On l'a obligé à ne pas fermer. Et puis, les Américains, à un moment donné, on leur a passé un coup de fil, on leur a dit maintenant vous pouvez licencier. Qui peut croire ça? Les entreprises, elles ont licencié quand elles ne peuvent plus payer, voilà, quand elles sont plus compétitives. Et elles délocalisent quand elles sont plus compétitives. Et donc, si effectivement ce gouvernement n'est pas responsable de la crise comme le précédent, en tout cas il a passablement aggravé. Et il a donné à la France une certaine image, une image un peu rétrograde qui ne voulait pas rentrer dans la compétition. Il y avait l'Espagne, il y avait l'Italie qui faisaient des efforts invraisemblables pour s'en sortir et qui vont s'en sortir. Il y avait l'Allemagne avec sa force, son industrie, son économie, qui était stable. Et nous, on a dit, on n'est ni les uns pour la rigueur, ni les autres pour la compétitivité. On a joué solitaire, et en jouant solitaire, eh bien, il y a eu aussi une aggravation sociale. Cette aggravation sociale, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire pour la pauvreté et la misère que de créer des chômeurs en plus. Et donc, c'est ce qui se produit et qui continue à se produire. Et puis enfin, comme ils avaient détruit toutes les lois sur la sécurité, eh bien, vous avez une courbe qui baisse depuis 10 ans, c'est la courbe de la sécurité, de l'insécurité. Depuis 10 ans, chaque année, dans cette ville comme dans ce pays, dans nos villes, et on est très lié avec Alain Guviel, puisque c'est la même circonscription de police, eh bien la délinquance diminue. Eh bien voilà, pour la première fois, elle augmente. Et dans le pays, elle augmente. Et elle augmente à partir de quand? À partir du mois de juin. Alors on me dit, quand même, vous êtes sectaire. Oui, mais enfin, moi j'ai toujours vu les chiffres diminuer point par point, jusqu'à diminuer de 35% en 10 ans. Quand dans une année, vous augmentez la délinquance de 10% sur la circonscription d'Antibes-Valois, ça veut bien dire qu'il y a eu un changement. Ce changement n'a pas changé les règles, n'a pas changé les comptabilités des cambriolages ou des vols avec violence. Et il y a plus de 20% de cambriolages en plus, et il y a plus de 20% de vols avec violence en plus. Je ne dis pas que tout est dû au simple fait que François Hollande est devenu président de la République et qu'il y a un gouvernement socialiste. Je dis simplement que peut-être que si on ne passait pas le message qu'il ne faut pas sanctionner la récidive, qu'entre 16 et 18 ans, la sanction est nécessaire, que l'ensemble des peines planchées qui étaient envisagées sur les multirécidivistes continuent à exister, eh bien peut-être que ce sont des éléments. Le président de la République le nie, et on a eu l'impression qu'il y avait un ministre de l'Intérieur qui parlait comme Sarkozy. Il nous est presque devenu sympathique. Oui, parce qu'il avait le même ton. Il disait presque les mêmes mots. Seulement, le problème, c'est que Valls, il parle comme Sarkozy, mais il agit comme Taubira. Et qu'au total, ça donne le résultat. Et que dans la vie, il ne faut pas parler, il faut agir quand on est ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur est venu 2 fois dans le département. Une fois à la suite de la mort d'un gendarme, une fois à la suite de la mort d'un policier. La dernière fois que je l'ai vu, je lui ai dit, je te vois trop souvent ici, et j'aimerais que l'action se fasse plus forte. Que tu viennes de d'autres choses, que pour ces moments douloureux dans lesquels on accompagne quelqu'un qui maintient l'ordre, qui a risqué sa vie et qui a perdu la vie avec une famille endeuillée, parce que simplement il y a des voyous qui les ont pris pour cible. Et donc cet élément est un élément majeur. Il faut que nous en soyons conscients, il faut que nous soyons conscients aussi des moyens que nous devons mettre en œuvre, mais en même temps de l'alerte que nous devons donner. Il n'y a pas que Antibes-Juan-les-Pins, Valois-Grosjean dans le monde. Il n'y a pas que la 7e circonscription dans le monde. Et quand vous avez une délinquance qui s'inverse à partir du mois de juin, ça veut dire qu'il y a un message qui est passé, un message aux délinquants qui sont plus forts, à la police qu'on a affaiblie ou à la gendarmerie qu'on a affaiblie. Je le dis parce que c'est la réalité des chiffres. Voilà. Si on vous donne une autre explication, je veux bien l'accepter, mais c'est la réalité des chiffres. Troisième point, c'est le temps des reniements. Et puisque, effectivement, on avait promis, il fallait bien se mettre devant les réalités. Le premier reniement, c'était, j'allais presque dire, le plus drôle. Je renégocierai le traité européen. Dans la dernière période où j'étais au gouvernement, chaque fois que je rencontrais un ministre allemand ou italien ou espagnol, il disait, rigolez-vous les Français quand même, hein. Vous faites un traité, on le négocie, on le signe, et ensuite vous dites que vous n'allez pas le ratifier.
Personne ne le croit. Et personne ne le croyait. Et personne ne le croyait et nous avions raison. Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Hollande? On lui a dit de signer. Il est allé voir Angela Merkel et il a signé en bas du traité qui avait été négocié par Nicolas Sarkozy. Je ne dis pas que c'est mal ce qu'il a fait. Il a bien fait de le signer, ce traité. Parce qu'il dit à la fois solidarité et rigueur budgétaire. Ce que je lui reproche, c'est d'avoir fait croire à l'ensemble des Français que ce traité était mauvais, qu'on allait le renégocier. Alors il a cherché, et il a dit, mettez-moi un ruban rose à Angela Merkel autour de ce traité, parce que comment voulez-vous que je dise que je l'ai signé alors que je ne le signerai pas? Alors elle lui a dit, écoutez, le gouvernement précédent avait prévu de reconvertir une part des fonds européens vers la jeunesse et la croissance. Prenez-les, il y a une centaine de millions, donc sur l'ensemble de 500 millions d'Européens, ça ne fera pas grand-chose, mais ça peut suffire à faire croire aux Français que le traité est renégocié. Il est revenu, il a le culot de nous dire, j'ai signé le traité, j'ai pas changé une virgule, j'ai pas changé un mot, j'ai pas changé une phrase, j'ai pas changé le titre, mais j'ai trouvé un pacte de croissance qu'on appliquera à partir de 2015 et qui sont les fonds non utilisés des fonds européens non utilisés jusqu'à présent. C'est malhonnête, c'est le premier reniement. Mais vous inquiétez pas, le chant du coq chante plusieurs fois quand le président Hollande est au pouvoir. Le deuxième reniement, c'est la TVA. Celui-là, c'est le plus beau quand même. Parce que la TVA, je ne toucherai jamais à la TVA. Je ne toucherai jamais à la TVA. Et puis au bout d'un moment, on augmente la TVA. Eh ben, il y a deux TVA. Il y a la TVA Sarkozy qui était une mauvaise TVA augmentée, puis il y a la TVA Hollande qui est une bonne TVA. Vous avez expliqué que c'est un impôt injuste, parce qu'il frappe tout le monde. Et nous pensions que c'était un impôt qui permettait au contraire, si on l'utilisait bien, d'être compétitif, parce que faire payer la TVA sur les produits chinois qui arrivent, c'était mieux de baisser les charges sur les entreprises françaises et de leur donner plus de compétitivité. Eh bien lui, il n'a pas de baisser les charges. Si, il a dit qu'il baisserait les charges en 2015. C'est toujours un peu décalé, quoi. La sanction est immédiate et le bénéfice est de même. Mais ce n'est pas un choc de compétitivité. Quand on vous dit, je vous prends 20 milliards d'impôts, je ne fais pas les 10 milliards d'économies, et par contre, un jour, en 2015, je vous rendrai 20 milliards. Ben écoutez, en attendant, les entreprises françaises sont en difficulté, vous voyez le nombre de plans sociaux qui se développent. Les reniements, c'était aussi, allez, rappelez, un jour, il y a les troupes libyennes qui vont sur Benghazi avec l'idée que Benghazi doit être rasé. Et à ce moment-là, la France intervient, logiquement, sous mandat de l'ONU, avec nos partenaires britanniques et américains, pour arrêter les colonnes de M. Kadhafi qui va détruire une ville. Et à ce moment-là, c'était impétueux et très anormal que la France intervienne. Et en même temps, la France ne devait pas rester en Afghanistan, parce que en Afghanistan, on se battait bien sûr pour la liberté, pour la démocratie, pour ceux d'où est venu l'attentat terroriste contre les tours jumelles. Eh bien, là, il fallait partir vite. Et puis en même temps, pour conforter tout ça, le président de la République a dit « Nous n'interviendrons jamais au Mali. Nous n'interviendrons jamais au Mali. » Et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères venait en relais expliquer « Nous ne pouvons pas être en première ligne sur une intervention au Mali. » Quelque temps après, et ça n'est pas illégitime, et je suis de ceux qui pensent que quand nos soldats français sont engagés, nous avons un seul devoir, c'est de les soutenir. Et pourtant, c'est un reniement supplémentaire, et nos troupes sont au sol, et nos troupes sont engagées dans une guerre dure et longue, et nos troupes sont seules. Où sont les Britanniques? Où sont les Allemands? Où est la force d'intervention européenne? Où sont les Américains? On nous prête des avions. Mais les soldats qui sont sur le sol sont des soldats français, qui agissent bien sûr au nom de l'ONU, qui agissent au nom de l'action internationale, mais quel isolement de la France! Est-ce que cet isolement, il n'est pas dû aussi au manque de liens européens et internationaux que la France a noués dans les 6 derniers mois? C'est la raison pour laquelle je continue à être inquiet que la France soit solitaire dans une intervention pour laquelle, je le répète, nous devons tous être solidaires de nos soldats, de leur courage,
de ceux qui tombent, parce qu'ils tombent effectivement pour se battre contre le terrorisme, contre les difficultés qui sont dans ce monde. Pourquoi avoir nié que ça pouvait exister? Pourquoi avoir dit je n'interviendrai jamais au Mali et on doit retirer immédiatement nos troupes de l'Afghanistan parce qu'elles n'ont rien à faire dans un combat terrestre contre le terrorisme pour faire exactement la même chose? Donc il y a eu deux Hollandes au fond. Il y a eu un Hollande normal, dont l'idée de la normalité était que tout ce qui s'opposait à Nicolas Sarkozy le rendait normal. Et puis il y a un président qui devient normal, qui signe un traité européen dans lequel la France est engagée, qui augmente la TVA parce que c'est absolument nécessaire, qui envisage enfin d'aider les entreprises et qui intervient avec les forces et sous mandat de l'ONU, avec les forces des armées, pour faire en sorte que l'on se batte pour la démocratie et la liberté. Si c'était que ça au fond, on dirait finalement, nous on savait qu'il mentait. C'est peut-être plus à la gauche de la gauche à s'inquiéter. Ils s'inquiètent, c'est vrai. Ils disent, ben, on a été trompés, pour pas dire un autre mot, qui peut être utilisé dans un contexte plus conjugal. Et nous, on n'a pas été trompés, on savait qu'il allait faire ça. Et finalement, ces reniements, on pourrait presque dire que c'est pas si mal. Mais comme il y a trop de reniements, et que c'est le premier président de la République, 6 mois après une élection, qui atteint un taux de popularité inférieur au tiers des Français, il faut lancer des leurres. Alors on a lancé 2 ou 3 leurres. Le premier leurre, c'est je vais faire le droit de vote pour les étrangers. Ah, ça ne passe pas bien, ça. Ça passe pas bien même chez eux. C'est dire, ça passe pas, quoi. Voilà. Alors finalement, il a réfléchi, il a regardé, il a dit, bon, ben pas tout de suite. Après, il a dit, on va arrêter le cumul des mandats. C'est pas impopulaire et je ne suis pas tellement opposé si on fait une véritable décentralisation. Mais alors là, c'est le président du Sénat socialiste qui lui dit, bon, je remballe tes calmes, parce que, voilà, nous on ne le fera pas et on ne le votera pas. Bravo pour l'autorité du président de la République, quand le président du Sénat, deuxième personnage de l'État, se permet de dire au chef de l'État, ce que tu as proposé, on ne le votera pas. Et puis, il y a les 2 autres leurres, qui sont plus intéressants. Sur l'euthanasie, on réfléchit, on dit, on va faire un rapport. Alors on prend un professeur, le professeur Sicard, et on lui dit, dans les 6 mois, vous me donnez un rapport. Le professeur Sicard, il donne un rapport au bout de 6 mois. Et dans le rapport de conclusion du rapport, pardon de ce petit côté égoïste et narcissique, il dit, il ne faut pas toucher à la loi Leonetti, il ne faut surtout pas légiférer, il faut améliorer la connaissance de la loi. Alors tu te dis, bon, il a demandé un rapport, il reçoit le professeur à l'Élysée, il lui dit c'est un bon rapport, vraiment vous avez bien réfléchi, on voit bien que c'est utile, et donc vous avez dit qu'il ne fallait pas légiférer, donc on fera une loi en juin. C'est logique, c'est cohérent, vous avez tous compris. On ne sait pas quelle loi, mais enfin on fera une loi en juin. Pendant ce temps, ça fait parler. Et ce qui fait encore plus parler, c'est de dire on va faire le mariage pour tous. Voilà. Alors ça fait parler. Voilà. Dans notre pays, en gros, il doit y avoir 5% de gens qui sont homosexuels. Fort heureusement, dans notre société, l'orientation sexuelle n'est pas un objet de discrimination. Ne l'est plus. Il l'a été. Il a même été condamné par la loi. Il a même été considéré comme une perversion, une anomalie, comme une pathologie. Et aujourd'hui, eh bien, on considère que l'orientation sexuelle des hommes et des femmes de ce pays fait partie de leur vie, de leur volonté. Et je suis de ceux qui le pensent. Et je suis même de ceux qui pensent que l'amour entre 2 hommes ou l'amour entre 2 femmes peut être aussi durable que l'amour entre un homme et une femme. Il n'y a pas de raison de ne pas essayer de trouver une certaine solidarité dans la durée. Par contre, on a rajouté un petit truc. Voilà, l'enfant. L'enfant adopté. L'enfant adopté est un enfant abandonné. Cet enfant abandonné, il n'a plus de père et plus de mère. Et forcément, il se trouve dans une situation dans laquelle toute sa vie, il se dira « Et pourquoi j'ai été abandonné ?» Et les psychiatres nous expliquent que, paradoxalement, alors qu'il a subi une violence et une injustice, il se sent coupable. Il se dit « Si j'ai été abandonné, c'est bien parce que j'ai fait quelque chose de pas bien. Sinon, mon père et ma mère m'auraient gardé. » Donc cet enfant a une certaine souffrance, il a besoin de se construire. Moi je dis que peut-être on ne fait pas d'expérimentation dans ce domaine, peut-être qu'on essaie de lui donner les meilleures conditions possibles, peut-être que d'avoir un père et une mère stable, c'est peut-être une façon de l'aider à se construire,
dans une difficulté particulière. Et donc, ça c'était la première étape. Mais immédiatement, on a dit, mais on va aider quand même la procréation médicale assistée. Et oui. Alors pour les femmes, enfin, je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie, mais enfin, vous avez compris quand même, pour les femmes, il suffit d'une insémination artificielle, une femme est enceinte, voilà. Et malheureusement, elle se passe de nous pour faire des enfants, enfin en tout cas pour les porter, en tout cas pour accoucher, en tout cas pour être des mères. Voilà. Et nous les hommes, on n'a pas d'utérus, voilà, on n'a pas de mère. Et donc quand deux hommes veulent avoir un enfant, ils sont obligés d'avoir recours à une femme. Suprême injustice. Voilà. Et pour avoir recours à une femme, eh bien, il faut une mère porteuse, c'est-à-dire une femme qui porte l'enfant, qui n'est pas d'elle, en tout cas dont les gènes ne sont pas d'elle, et lorsqu'elle accouche, elle l'abandonne, comme si la maternité était complètement déconnectée de la naissance de l'enfant, de la filiation. Puis quand vous regardez le mariage, et que vous regardez ce que nous disons tous ensemble lorsqu'on marie, ben on dit bien sûr, vous vous devez fidélité, secours et assistance, mais immédiatement on parle des enfants. Immédiatement on parle de l'autorité parentale qui appartient au père et à la mère. Immédiatement on dit que vous avez la responsabilité de créer une famille. Et oui, c'est comme ça le mariage, c'est pas que de l'amour, c'est aussi une institution, une organisation avec des règles de filiation. Et oui, désolé messieurs, hein, mais si vous êtes marié à une dame et qu'elle accouche, vous êtes le père. Que ça vous plaise ou pas, vous êtes le père. Parce que la loi française le dit ainsi. Et donc, ça veut donc dire que l'institution du mariage n'est pas que l'amour entre deux êtres. Et s'il fallait simplement institutionnaliser l'amour entre deux êtres, mais pourquoi pas? Et après tout, de quel droit jugerions-nous les uns ou les autres dans leur orientation sexuelle? Mais derrière, il y a filiation, naissance et adoption. Et c'est la raison pour laquelle ils en ont fait un leurre assez habile, avec toujours la méthode Hollande. Une fois je vous dis on le fera, une autre fois je vous dis mais si les maires ont des clauses de conscience, ils peuvent ne pas le faire, puis ensuite je reviens sur ma décision en disant non mais ça sera obligatoire et pour tout le monde. Et pendant ce temps, vous vous rendez compte que les couples homosexuels sont 5% dans ce pays et que simplement 1% veut se marier. Et que donc remettre en cause une institution millénaire pour 1% de la population, peut-être aurait-on pu. Ne pas verser dans l'homophobie d'un côté et ne pas verser dans le mariage pour tous de l'autre côté et trouver des solutions pour faire en sorte que ces hommes et ces femmes qu'il n'y a pas à rejeter dans la société puissent trouver des solutions sans que pour autant on déstabilise l'ensemble de l'édifice. Mais ça n'est pas uniquement le but. Le but, c'est pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas du chômage, on ne parle pas de la chute économique de notre pays, on ne parle pas de la situation dramatique dans laquelle on est. On compte combien il y a de manifestants dans une manifestation et dans une autre. D'ailleurs, il y a une différence fondamentale. Quand il y a une manifestation contre le mariage pour tous, c'est une petite manifestation, ils sont 340 000 selon la police. Et quand c'est une manifestation pour le mariage pour tous, ils sont 120 000 selon la police, et c'est une grande manifestation populaire. C'est là toute la différence. Une manifestation populaire, c'est une manifestation qui va dans le sens, non pas du peuple, mais dans le sens du gouvernement. Donc c'est là la différence, et vous voyez que ce n'est pas un problème de chiffres, c'est uniquement un problème de sensibilité. D'ailleurs, ils se réunissent au rond-point, au théâtre du rond-point, qui a été mis à la disposition par l'État et par la mairie de Paris, qui veut dire que c'est pas du tout favorisé, c'est totalement neutre l'État dans ce genre de manifestation. Toujours est-il que restons stables sur nos convictions. C'est peut-être pas le moment de diviser les Français sur des sujets sur lesquels on aurait pu les réconcilier, sur l'idée de la façon dont l'institution du mariage demeurait et en même temps on permettait aux uns et aux autres de s'aimer de manière stable. Peut-être aussi de faire en sorte de faire évoluer, toutes les lois doivent évoluer sans pour autant essayer de cliver sur la fin de vie. Pas pour autant peut-être aussi ne pas cliver sur le mariage des étrangers, le vote des étrangers ou le vote des Français et essayer de nous déstabiliser dans une situation dans laquelle le pays est en souffrance. Quand le pays est en souffrance, on l'apaise. On ne le clive pas artificiellement
peut-être que de le cliver artificiellement, ça n'avait qu'un but, c'était en fait de parler d'autre chose devant l'incompétence et quelquefois l'impréparation d'un certain nombre de ministres au gouvernement. Alors, voilà, on en est là, on ne va pas baisser les bras, on va continuer à défendre ce en quoi on croit, sans violence et sans extrémisme. C'est pas notre rôle, c'est pas notre sensibilité, c'est pas notre vocation. Mais on va continuer à dire, on va s'opposer. Je vais m'opposer à l'Assemblée parce que vous m'avez missionné pour le faire. Je vais en même temps essayer de proposer. Nous avons aussi à reconstruire nos formations politiques, à préparer un projet d'avenir, d'abord pour les municipales qui arrivent, mais aussi et surtout pour les présidentielles et législatives futures. Ce pays est un grand pays. J'ai pu le mesurer chaque fois que je me rendais à l'étranger en tant que ministre français. Je vois bien combien les gens regardent ce pays avec admiration, avec envie. C'est le pays de la solidarité et de l'autorité. Si vous détruisez l'autorité, vous n'aurez pas la solidarité. Et si vous détruisez la solidarité, vous n'aurez plus aucune autorité. Et ce pays qui est un équilibre et une force, il faut qu'il le reste. Je continue à croire à la France, je continue à croire que la France peut jouer un rôle majeur en Europe. Je continue à penser que cette crise, comme toutes les crises, la France est capable, en tout cas le peuple français, est capable de le surmonter à condition qu'on lui donne de la lucidité, qu'on ne lui raconte pas d'autre chose que ce qui existe. Un peu de courage, mais il en a tellement eu, et on lui en demande tellement encore aujourd'hui. Et puis ensuite, que nous ayons cette force de fraternité, que nous ne nous divisions pas, à la fois dans notre formation politique, mais même vis-à-vis des autres Français. Quand on est en période de crise, le peuple se rassemble. Le peuple se rassemble parce qu'il a un idéal qui dépasse les conjonctures et les situations dans lesquelles nous sommes. Faisons très attention à ne pas essayer de dire c'est la faute à l'autre. C'est pas la faute à personne. C'est la faute à un monde qui a muté et c'est la faute à un pays qui a cru que la croissance était obligatoire. Et oui, nous sommes en compétition avec le monde. Et cette compétition avec le monde, regardez Sophia Antipolis, regardez les développements qu'on a sur la ville ou sur nos villes. Nous ne sommes pas dans un pays ruiné, nous ne sommes pas dans un pays en grande faillite, comme le répète maintenant M. Sapin, après avoir critiqué lorsque François Fillon a tiré la sonnette d'alarme. Donc je vous dis ma confiance à la fois dans ce pays, mais en même temps mon inquiétude vis-à-vis des mesures qui sont prises. La dernière en date, c'est le changement des rythmes scolaires. C'est pas beau ça? Il y a un ministre, il arrive, la première pas qu'il met à l'intérieur du ministère, il dit on va changer les rythmes scolaires. Il n'a pas demandé aux familles, il n'a pas demandé aux enseignants, il n'a demandé à personne. Il a décidé tout seul dans son coin qu'il fallait changer les rythmes scolaires. Alors, on nous fait croire d'abord, dans un premier temps, que tout le monde est d'accord. Mais bien sûr, tout le monde est d'accord. Alors, ils vont consulter le Conseil supérieur de l'éducation. Voilà. Ils sont 73. Voilà. Il y en a 5 qui votent pour. Tu t'inquiètes normalement quand tu es ministre, et que tu demandes au Conseil supérieur de l'éducation et qu'il n'y a que 5 qui te disent oui. Eh bien non, on continue à dire on va le faire. On a le choix. Vous pouvez le faire en 2013 ou en 2014. En même temps, on susurre gentiment, faites-le en 2014, c'est après les municipales, parce que la pagaille que ça va donner chez les familles, chez les enseignants, et le coût supplémentaire qui vont tomber sur les collectivités, il vaut mieux le faire en 2014. Bon, nous on le fera en 2014, parce que j'espère que peut-être on reviendra sur ce dispositif qui est guidé par rien, ni par l'intérêt de l'enfant, ni par la demande des familles, ni par la demande de la communauté éducative. Eh bien c'est comme ça, c'est le dogmatisme et l'incapacité à écouter les choses qui seront différentes. Et un dernier point, moi j'ai géré les lois bioéthiques. Les lois bioéthiques, à l'époque, on nous disait qu'il faut faire des états généraux de la bioéthique. Ok. Les états généraux, on met sur le site internet. On fait 105 débats en région. 105 débats en région sur les mères porteuses, sur ces sujets importants. On tire des jurés citoyens au sort. On crée des pôles de réflexion sur ces sujets. On convoque tous les courants de pensée spirituels. On convoque l'ensemble des scientifiques. Et puis à la fin, on vote une loi. Et à la demande des socialistes, ils disent, et on n'y touche plus cette loi, hein. Pendant 7 ans, on n'y touche plus. Et ils font inscrire
contre mon avis, mais j'étais très tolérant à cette époque-là, contre mon avis, qu'on révisera ces lois dans 7 ans. Dedans ces lois, il y a la procréation médicale assistée. Et à la procréation médicale assistée, on va se la payer en mars. Ça veut bien dire que les mêmes qui disaient qu'il fallait la concertation avec l'ensemble du peuple et le débat citoyen, quand c'est eux qui décident, il n'y a plus besoin de débat citoyen parce qu'ils portent la pensée citoyenne. Eh bien, nous avons la faiblesse de penser que le débat est utile sur ces sujets, sur le mariage, sur la fin de vie, sur le fait que les mères porteuses, ça doit être oui ou non autorisé, et je pense plutôt que non, parce qu'être mère, ça n'est pas uniquement porter un enfant et l'abandonner à la naissance. Il y a tous ces sujets-là, eh bien on va se les approprier, on va continuer le débat, on va continuer le combat. La reconquête, elle commence maintenant, grâce à vous qui nous avez aidés à être là sur cette tribune, mais qui font aussi qu'avec nos amis radicaux, avec nos amis du Nouveau Centre et avec l'UDI, l'UMP doit devenir une force de proposition, une force d'opposition. Je compte sur vous, je vous souhaite une bonne année 2013. Alors, il faut qu'on bosse ensemble. Avant le mois de mars, je vais vous faire une proposition. On va faire maintenant venir des spécialistes. Ils vont venir à cette tribune, on va les écouter, on va débattre. Parce que le débat est utile à l'intérieur de nos formations politiques. J'ai proposé à Gilles Carrès, qui est le rapporteur du budget, et qui est un député UMP spécialiste des finances, qui viennent nous exposer la situation financière de notre pays, les risques que nous avons, et qui connaît ça sur le bout des doigts, et fait formidable quand il vous a expliqué, on a l'impression qu'on connaît les finances publiques. Donc, on va le faire venir, et on vous demandera de venir, et on fera une série de débats sur des sujets qui sont les sujets qui nous préoccupent, qui préoccupent notre parti politique, et qui en fait préoccupent tous les Français. Il faut que dans la 7e, on soit exemplaire. Et qu'on soit exemplaire à la fois dans l'union de l'ensemble de nos formations, et en même temps dans la culture du débat, dans la culture du débat et de la reconquête. Donc, je compte sur vous. S'il y a un copéiste qui fait la gueule à un filloniste, il aura affaire à moi. Et réciproquement.